Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Mon nom est Clément Marianne et avec mon acolyte Franck Poirot, on vous emmène à la rencontre des entrepreneurs d'outre-mer. On vous propose de parler d'entreprise, d'innovation, d'investissement, d'indépendance, à travers le témoignage de femmes et d'hommes créoles qui ont eu l'audace de se lancer. Nous échangerons avec eux sur leur parcours, leurs succès, mais aussi leurs erreurs, leurs échecs et de la particularité d'entreprendre dans les DOM. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Dans cet épisode, nous accueillons Vincent Pongérard. Vincent est médecin généraliste, il exerce à La Réunion et il développe depuis 3 ans en parallèle avec son associé, Sapi. Sapi est une application qui permet de mettre en relation des auxiliaires de vie avec des personnes âgées en situation de dépendance. Dans cet épisode, Vincent nous parle de son organisation au quotidien, comment il fait pour cumuler l'activité de médecin généraliste, de start-upper et de sportif. Il nous livre un message authentique, rempli d'énergie. On va parler application, start-up, silver economy, santé, Gramoun. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des entrepreneurs d'outre-mer. On est aujourd'hui avec Vincent Pongérard. Alors qu'on est extrêmement heureux de t'avoir avec nous, Vincent, parce que, alors déjà, nous deux, on se connaît depuis un petit moment puisqu'on a participé notamment à un concours de start-up ensemble en 2020. Donc, ce qui me fait plaisir parce que je vois que ta boîte continue de se développer. On va revenir là-dessus. Et la deuxième raison, c'est que, figure-toi que c'est la première fois qu'on va parler d'un sujet de santé dans le podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Et je pense que c'est vraiment une thématique qui est importante. Donc voilà, très heureux de t'avoir. Déjà, comment vas-tu, Vincent? Est-ce que tu es en forme? Salut Clément, salut Franck. Oui, je vais très bien. Je suis en forme, je suis content d'être là. Comme je disais en préambule, j'aime beaucoup ce que vous faites et je suis ravi d'avoir répondu à l'invitation et ravi de pouvoir discuter avec vous sur le podcast. C'est très cool. Écoute, tout le plaisir est pour nous et évidemment, je suis toujours accompagné de mon fidèle acolyte qui s'est levé très tôt encore ce matin. Franck, comment il est? Eh ben, elle est là, tranquille. Ravi aussi, ravi, parce que comme disait Clément, c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé. La santé, la silver economy, qui sont des sujets un peu d'avenir dans notre territoire avec des populations vieillissantes. On va parler de tout ça. Et c'est vrai que moi, je suis très curieux là de cet épisode parce que j'entends beaucoup parler de toi, Vincent, mais je te connais pas encore. Et déjà, il y a cette tagline dans ta bio là sur LinkedIn, médecin et entrepreneur. Déjà, juste ça, ça ouvre le champ de la curiosité. Donc, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus à ton sujet. Tu sais que dans le podcast, quand on veut savoir un peu le profil de quelqu'un, on a une méthode bien à nous, c'est le portrait créole. Alors Vincent, es-tu prêt pour ton portrait créole? Ouais, je suis prêt, 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 prêt. En plus, je sais que tu l'as bien préparé, donc je pense que tes réponses seront intéressantes. Alors, première question, Vincent, si tu étais un plat, tu serais lequel et pourquoi? Alors un plat, donc moi ce serait les saucisses frites, saucisses pétées, riz, grain, bread, plutôt bread chouchou et avec un rougail bringel. Ça, c'est le manger qu'on aime bien manger en famille avec les parents le dimanche. C'est un plat qui nous rappelle, qu'on appelle notre manger doudou. Tu vois, c'est le manger réconfortant. Tu sais, quand t'es pas bien, quand tu as besoin de réconfort, quand tu sais que c'est ton manger doudou. Tu manges ça, tu es apaisé. Même si ton ventre est plein, tu vois, même si j'avoue que je mange plus trop de viande de cochon normalement parce que c'est pas très healthy. Mais tu vois, t'es bien après ça. Ça demande pas trop de préparation, donc c'est un plat hyper réconfortant que j'affectionne beaucoup et que j'aime surtout partager avec mes parents et ma sœur. Ça fait je sais pas combien d'années que j'ai pas entendu cette expression saucisse pétée. La saucisse pétée, ouais, c'est revenu à la mode il y a pas longtemps, je crois, avec le Mafat Café qui met ça en avant, mais Ah saucisse oui, pétée ou saucisse frite, tu vois, et moi j'aime bien le terme saucisse pétée, c'est ouais. assez rigolo. Dans ma famille, c'est plutôt team saucisse frite, mais ouais, saucisse pétée, effectivement, Ouais, je te rejoins. Donc un plat, on est sur un plat vraiment, ouais, tu l'as dit, hein, de base, ouais, réconfortant, en famille le c'est ça. dimanche. Ok. Mhm.
Alors, maintenant, si tu étais un lieu que tu affectionnes, un lieu que tu aimes bien, dans lequel tu aimes aller ou tu aimerais aller, ce serait lequel? Alors moi j'avais choisi cet endroit qui s'appelle Îlette-à-Guillaume, c'est sur les hauteurs de Saint-Denis. C'est un endroit que j'aime beaucoup, que j'aime faire découvrir aussi à mes amis, à mes proches. C'est entre le Colorado et au-dessus de la montagne vers Saint-Bernard. C'est un lieu qui est assez cool et chargé d'histoire parce qu'en fait c'est un ancien hum, pensionnariat, c'est ça. C'était après l'époque de l'abolition de l'esclavage. Ils ont construit ce dispensaire, en fait, des prêtres pour élever des enfants qui étaient un peu considérés comme de la graine de délinquants, alors que c'était juste des enfants, tu sais, à l'époque, voilà, souvent des affranchis d'esclaves. Et ils avaient construit donc ce dispensaire avec un lieu de prière, un foyer à grains, voilà, dans un lieu qui est complètement perdu dans la montagne. Pour y accéder, c'est quand même assez engagé. Et pendant la construction du chantier, notamment la voie d'accès vers l'État-Guillaume, c'est un sentier qui est à flanc de montagne. Tout en bas, il y a la rivière de Saint-Denis, c'est très abrupt. Et c'est assez funeste hein, comme histoire, parce que pendant la construction de ce lieu, il y a eu 9 enfants qui sont morts. Et en fait, quand on va à Guillaume, donc il y a cette plateforme où il y a les vestiges des constructions, et tu avances un petit peu plus loin dans une grande allée de conifères, et tout au bout, en fait, sous les bambous, bien cachés, il y a 9 petites tombes. Alors c'est assez triste, mais en même temps, je trouve que c'est chargé d'histoire. C'est un lieu qui est pas très connu, qui gagnerait à être davantage connu pour montrer la façon dont on traitait à l'époque, tu vois, les Réunionnais. Vraiment, voilà, c'est un lieu qui est chargé d'histoire avec un petit peu de mysticisme, même si je suis quelqu'un de très cartésien. Et au-delà de ça, c'est un lieu où j'aime beaucoup m'entraîner parce qu'il y a du dénivelé, c'est engagé, ça fait une belle boucle en trail, donc un endroit vraiment très très cool. Ouais, je suis d'accord. Bon, déjà, c'est la première fois qu'on nous cite l'îlette à Guillaume dans le podcast. Mais je pense d'une Mhm. manière générale, comme tu dis, c'est un lieu de la Réunion, à la fois lieu géographique et historique, qui est pas hyper connu. Et j'avoue que Mhm. moi-même, la première fois que j'en ai vraiment entendu parler, c'était quand j'ai visité la léproserie de Saint-Bernard à l'occasion d'un séjour en vacances, hein. J'étais déjà grand. Et je connaissais pas du tout ni ce lieu ni cette histoire. Et c'est vrai, ouais, c'est un pan assez tragique, comme tu dis. Et puis vraiment une autre époque où les enfants étaient recueillis, certes, mais dans des conditions très discutables et qui avaient été utilisées pour à la fois de l'agriculture, la construction d'infrastructures, etc. Donc ouais, un lieu particulier. Et si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à aller vous renseigner. Et là, tu nous as dit un petit truc, tu nous as dit que tu vas t'entraîner là-bas. Bon, on va revenir là-dessus. Je sais que le sport et le trail occupent une grande place aussi dans ta vie. Donc, saucisse pété, en lieu, il est à Guillaume. Maintenant, une musique pour compléter ton portrait. Et en musique, c'est L'odeur mon pays de Oussama Sava. C'est vraiment une chanson qui m'a beaucoup accompagné pendant mes études. J'ai toujours écouté Oussama Sava quand j'étais petit, avec ma maman, c'est elle qui m'a fait découvrir ce groupe. Il faut savoir qu'on habite à la Ravine à Malheur, dans le haut de la Possession, et quand j'étais à l'école, on allait à l'école primaire à Saint-Denis, l'école centrale, et on faisait la route tous les jours. Et donc, pendant qu'on faisait la route, il fallait déjà passer par la route du littoral, qui n'était pas sécurisée comme maintenant. Et du coup, on écoutait régulièrement des CD, Véronique Sanson, France Gall et Moussa Sava, donc je suis devenu très très fan. C'est vraiment un groupe que j'adore. Ils sont très très mélancoliques, mais très poétiques, c'est très beau. Et j'ai découvert sur le tard la chanson L'odeur mon pays. Et ça, L'odeur mon pays, quand j'écoutais ça, quand j'avais un coup de blues, tu vois, quand j'étais en métropole, ça me mettait les frissons. Ça me rappelait vraiment la Réunion. C'était magnifique, la musique, la guitare. C'est une chanson qui est terrible. Donc voilà, ça me rappelle vraiment beaucoup la Réunion. Ça me rappelait les souvenirs avec ma maman quand on faisait la route du littoral, la route de la montagne quand c'était basculé. Et donc voilà, l'odeur mon pays où ça va. Ok, eh ben super. Donc là, on voit un portrait vraiment créole au sens très profond. Tu nous as proposé un plat à la fois hyper simple et hyper traditionnel, un lieu peu connu, chargé d'histoire, et une musique aussi, voilà, mélancolique, très belle. Euh, ça, ça- ça- ça dessine un beau portrait là pour la suite de l'épisode. Tu nous as tendu une perche là.
en nous parlant de cette fameuse musique du groupe Oussano Saba que tu écoutais pendant tes études. Je pense que la transition est toute trouvée. Je vais passer la parole à Clément qui va te poser quelques questions sur ton parcours et aura peut-être, comme d'habitude, une petite remarque à faire sur ton choix musical. Bah, pour une fois, j'aurais pas trop de remarques sur le choix musical parce que je trouve qu'il y a vraiment une cohérence là dans tes trois choix. Tu vois, on retrouve le côté engagé, un peu roots même. Et en fait, moi, c'est plus sur le choix de ton lieu parce que quand tu parlais là, bah, je suis allé sur randopiton.ru parce que moi, je connaissais pas du tout ce lieu-là. Et effectivement, ça m'a donné envie d'aller visiter. Et je trouve que tu vois, des fois, on va dans des endroits sans vraiment connaître, tu vois, l'histoire qu'il y a derrière. Je pense que c'est important. Et c'est un truc que moi, j'ai beaucoup, et que je pense que beaucoup de Réunionnais font cette démarche-là. C'est quand tu pars, en fait, c'est là où tu te poses un peu plus de questions sur pourquoi les choses sont comme ça, d'où tu viens, c'est quoi ton histoire. Euh, Moi, je voulais revenir avec toi, Vincent, sur ton parcours, parce que nous, on a quand même une conviction assez profonde, c'est que tu n'arrives pas, tu vois, dans l'entrepreneuriat complètement par hasard. C'est vraiment un parcours, un chemin de vie qui fait qu'à un moment donné, tu as peut-être des déclics qui t'emmènent vers ça. Je voulais revenir avec toi sur ce parcours-là. Mais avant, pour les gens qui ne te connaissent pas, toi, comment tu te présentes aujourd'hui en quelques mots? Comment je me présente? C'est une bonne question. En général, quand je suis, ça dépend des milieux, mais quand je me présente, par exemple, pour présenter SAPI, je dis je m'appelle Vincent, je suis le cofondateur de SAPI, qui déploie des solutions médico-techniques d'accompagnement à domicile des personnes âgées. Et à côté de ça, je suis médecin généraliste. Donc voilà, en gros, sans que ce soit trop long, parce qu'il ne faut pas non plus saouler les gens. Donc voilà comment je me résume. Mais ça dépend des gens, sinon je mets en avant tel ou tel type d'activité, mais ça dépend. Ah ouais, non, mais c'est intéressant. Tu vois, je trouve que c'est un exercice intéressant de savoir, bah, tu vois, là, en quelques mots, comment toi tu te présentes aux personnes. Et du coup, pour revenir un peu sur ton parcours, on a vu qu'il y a, tu vois, tu as un peu cette double compétence, double entité là, de médecin généraliste et de start-upper. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? C'est quoi ton parcours dans les grandes lignes qui a fait que bah, tu es arrivé jusqu'à monter ta boîte? Ouais, c'est comme tu dis, hein, je te rejoins totalement. Je suis pas arrivé là par hasard du tout. C'est que j'ai été confronté à une problématique très personnelle. C'était bah, l'entrée en dépendance de mon grand-père. C'est mon grand-père qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a aiguillé sur cette piste-là. J'ai toujours été très proche de mes grands-parents. Donc mon grand-père, du côté de ma maman, on est de la montagne. C'est pour ça que Saint-Bernard, le Colorado, il est à Guillaume. Tu me parlais de la léproserie, Franck. Mon grand-père adorait nous amener manger à la léproserie, tu vois. Donc et je trouvais ça fou d'être dans un endroit où, à l'époque, où on accueillait des malades lépreux, tu vois. Donc, j'adore Mhm. tout ce mood-là, j'adore la montagne. Et en fait, moi, j'ai toujours été très proche de mes grands-parents. Mon grand-père m'a élevé. Mon grand-père, c'était un monsieur, hein, c'est le monsieur qui a monté avec monsieur Stevenson à l'époque les brasseries de Bourbon. Donc, c'est un des pères fondateurs de la Dodo. Il a créé Solpac. Je sais pas si vous avez connu Solpac, les gars, mais la petite boisson quand on était jeune en forme de triangle. Donc, ça, c'était assez cool. Donc, moi, j'étais trop fier de dire que c'était mon papy qui avait fait Solpac. Donc, mon Attends, grand-père, attends, c'était attends, un attends. entrepreneur. Excuse-moi. Non, mais là, tu nous lâches une info, mon gars. Ouais, c'est clair. Le mec, il dit ça comme ça. Ton grand-père a fondé le Solpac, c'est ça? Oui, oui, il a travaillé avec les brasseries de Bourbon à l'époque sur la création du Solpac, tout à fait. Non, mais C'est cool, hein? C'est extraordinaire. ce podcast prend une autre dimension. Big up à mon petit frère qui se reconnaîtra du coup. Voilà. Ça fait Et plaisir tu si ça sais, vous moi, parle. Parce que... pardon, j'ai une anecdote sur le Solpac, parce que je pense que tous les réunions ont une anecdote sur le Solpac, mais Grave. moi, je me rappelle qu'en maths, tu sais, quand on nous présentait le tétraèdre, tu sais pas c'est quoi un tétraèdre, les gens disaient, bah, c'est un Solpac. Ils disaient, bah oui, ok, c'est bon, on a vu. Et je trouve que voilà, ça nous a marqué, en tout cas, moi, dans mon enfance, ça m'a vraiment marqué. Voilà, je te laisse Bah continuer. ouais. Je pense que tout le monde, en plus, c'est marrant parce qu'on aimait bien quand on avait terminé, on gonflait et on sautait dessus pour l'éclater, tu vois. Donc, c'était le petit jeu. Et et à cette époque-là, c'était quelqu'un d'assez innovant parce que réfléchir à un concept de boisson qui a une forme de triangle, qui est galère à mettre dans le sac et tout et tout. Donc, il avait créé ça. Et voilà, c'était un entrepreneur qui était parti de rien. C'était un manœuvre à l'époque. Il avait monté les échelons. Et c'était un personnage, beaucoup de charisme, qui racontait beaucoup de blagues, beaucoup d'histoires, qui en imposait, tu vois, des messieurs comme j'en ai rarement croisé.
Et du coup, j'étais très proche de lui et il s'est avéré que voilà, bon, l'âge faisant, il a perdu en autonomie, il s'est retrouvé dans une situation où il était dépendant et c'était ma grand-mère qui est devenue la proche aidante. C'est-à-dire que mon grand-père, tu vois, il avait besoin d'aide pour se lever, pour s'habiller, pour aller à la douche, pour manger, pour tout en fait. Le handicap dans toute sa splendeur, si je peux m'exprimer ainsi. Et en fait, c'était en revenant de mes études de médecine, donc j'étais docteur, j'étais jeune, dynamique, plein d'idées, plein d'envies, et je me suis retrouvé confronté à ça, et avec, comment dirais-je, la détresse de ma grand-mère et de ma mère, tu vois. Et je me suis rendu compte que j'avais pas de solution, moi, en tant que professionnel de santé et en tant que petit-fils, à ça. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut, avec quelqu'un comme mon grand-père, tu vois, qui a œuvré pour la Réunion, qui, même il aurait rien fait pour tout ça, c'est mon grand-père. Comment est-ce qu'on peut le laisser dans des conditions comme ça? Parce que c'était très difficile de faire appel à une auxiliaire de vie. À l'époque, les entreprises qui ont le mérite d'exister, qui nous ont beaucoup aidés, tu vois, elles n'ont pas été, le système était archaïque, donc c'était pas quelque chose que je trouvais satisfaisant. Et en fait, ce faisant, plutôt que de whiner dessus et de râler, je me suis dit, ce serait intéressant de créer un truc. Et c'est là où j'ai contacté Nicolas. Je sais que Nicolas, donc c'est mon associé, donc c'est le cofondateur de Sapi, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup et voilà, qui a fait beaucoup de choses et qui travaille déjà sur la silver economy. Et je lui ai dit, tout simplement, allons faire quelque chose pour les personnes âgées à La Réunion. Sauf comment quoi, allons faire. Et il avait déjà imaginé un concept de siège de toilette connecté. Et à partir de là, en fait, de fil en aiguille, on s'est entraîné plus ou moins dans l'entrepreneuriat par cette porte-là. On a commencé par les assistants vocaux qu'on a présentés à Technopole, donc le Alexa, mais c'était trop early pour le marché. C'était en 2019 et c'est en 2020 où là on a proposé Sapi, donc l'application. Et là on a présenté le projet au concours de création d'entreprises innovantes. Et voilà, tout part de là en fait. Tout part de mon grand-père, donc une situation familiale qui m'a causé beaucoup de peine, de ma relation d'amitié et de confiance avec Nicolas, ça a fusionné pour créer quelque chose avec nos compétences mutuelles qui s'appelle, voilà, qui est né de tout ça, qui s'appelle Sapi. Et Vincent, par contre, t'es passé assez vite sur ce volet-là, qui, à mon avis, a quand même occupé une bonne partie de ta vie, c'est le fait que tu es quand même médecin aujourd'hui. Donc, tu étais déjà quand même, toi, dans la santé. Qu'est-ce qui a fait que, tu vois, ce domaine-là, parce qu'aujourd'hui, voilà, je pense que ça n'y est pas non plus pour rien, le fait que tu aies choisi ça. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, juste quelques mots pour bien comprendre ton orientation autour de toute cette thématique-là? Oui, bien sûr. En fait, l'idée, c'est surtout que ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, dans ce que j'apporte sur Sapi, c'est mon expertise médicale, tu vois. Donc, nous, notre application, il y a un volet recherche avec, on déploie quand même des solutions pour accompagner des personnes âgées à domicile, mais pour qu'elles restent chez elles, surtout en bonne santé. Donc, on fait remonter via l'application des données de santé qui nous permettent d'éviter les hospitalisations. Mais au-delà de ça, ce que je trouve intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est que tu vois que moi, mon rôle en tant que médecin généraliste, il se cantonne à aider quelqu'un toutes les 15 minutes par heure dans mon cabinet. Là, avec l'entrepreneuriat, finalement, je peux aider tout le monde d'un coup, en fait. Et ça, je trouve ça tellement cool de me dire que mon impact et en fait ce que j'apporte peut être beaucoup plus systémique que simplement ponctuel dans mon cabinet, dans mon petit coin à la rivière des Pluies. Même si j'adore la médecine générale, j'adore ce que je fais, j'aime beaucoup la médecine préventive, mais je trouve ça vraiment plus chouette et beaucoup plus en plus stimulant sur le plan intellectuel de pouvoir me dire que je peux aider beaucoup de monde d'un coup, que ce soit les familles, que ce soit les Gramoun, que ce soit les auxiliaires des vies, tu vois, en leur donnant un outil de travail innovant, en les mettant en avant, en les mettant en l'air, en les faisant monter en compétences. Et tout ça, en fait, réuni ensemble, en fait, tu vois, c'est un projet qui fait beaucoup de sens et qui résonne beaucoup en moi. Et c'est pour ça que je suis arrivé à ce projet-là, quoi. Euh, Moi, j'avais une petite question pour toi, Vincent, parce que je sais que, enfin, la plupart, moi, des médecins que je connais, c'est souvent, on va dire, une tradition un peu familiale, où les parents les poussent à faire des études de médecine pour suivre un peu leurs traces. Est-ce que toi aussi, c'est ton cas? Tu nous as parlé de ton grand-père qui venait plutôt, voilà, d'un milieu manœuvre, et ensuite est parti plus dans l'entrepreneuriat avec l'alimentaire. Toi, d'où te vient cette envie là de base d'aller vers la santé et la médecine? Alors, je suis pas du tout issu d'une famille de médecins, pas du tout. C'est vrai qu'il y a personne dans ma famille qui est médecin. Par contre, c'est effectivement sous l'impulsion parentale. En fait, j'étais un peu un jeune en sortant du bac, tu vois, un peu dissipé. Je savais pas trop ce que je voulais faire. J'étais plutôt destiné à faire des études d'ingénieur. Ce faisant, j'ai pas poursuivi
sur les études d'ingénieur. Maths sup, maths spé, ça m'a fait un peu peur. Mais malgré tout, j'étais quand même quelqu'un de très bosseur, très sérieux, très rigoureux. Et en fait, c'est mes parents qui m'ont dit, écoute, fais médecine, euh, sans savoir vraiment dans quoi je me lançais. Et en fait, ça a été un vrai coup de foudre pour la médecine, pour les études. Vaut mieux que les études te plaisent parce que faut être accroché, tu vois, pour ensuite. Parce que Ouais. c'est gentil de faire la première année, mais il y a tout le reste après. Et ça, on sous-estime ce truc-là quand même, tu vois. T'es en métropole, t'as les 6 ans, à l'époque, moi, les internes, ils se suicidaient, donc c'était des gardes de plus de 24 heures. J'ai vu des choses terribles, donc vaut mieux être accroché. Et d'ailleurs, mes parents m'ont beaucoup aiguillé pendant cette période où j'étais un peu foufou après le bac là, et je les remercierai jamais assez de m'avoir, tu vois, bien cantonné, bien mis le pied à l'étrier. Ils ont toujours été là pour moi, ils m'ont toujours bien aiguillé, ils sont toujours actuellement, et je trouve ça assez cool. Ma famille représente beaucoup pour moi, hein, et ma sœur, mes parents, tout, mes grands-mères, donc ça c'est mon noyau dur. Et c'est effectivement sous l'impulsion parentale que j'ai poussé le cursus un peu comme ça, et j'en suis ravi. Ok, donc là, tu nous as donné un peu les grandes lignes de ton parcours. Juste si on peut le replacer un peu en termes de date. Donc, tu nous parles de cette idée-là avec ton cofondateur en 2019. Ça correspond à la période à laquelle tu as fini tes études et t'es rentré. Enfin, je veux dire, il y a eu combien de temps entre le moment où tu rentres à La Réunion, tu t'installes comme médecin et tu as l'idée après de SAPI? Je suis rentré à La Réunion en 2018 et c'est là où mon grand-père s'est fait renverser par la voiture. Il est rentré en situation de dépendance. Et ça a été le début des hospices, des allers-retours, des médecins, des trucs, et le début de la galère pour mes grands-parents. Et après, en 2019, ça s'est lancé. Et moi, pendant cette période-là, je faisais des remplacements. Donc, j'avais pas un cabinet médical à proprement parler. Et pendant la création de SAPI, donc, je me suis installé. Maintenant, je suis collaborateur médical à la Rivière des Pluies. Je travaille un jour sur deux à la Rivière des Pluies et le reste du temps, je suis sur SAPI où mon rôle, c'est de faire beaucoup de communication, de faire de la recherche en financement et bien sûr de m'occuper du volet recherche et du volet innovation qui est majeur dans la startup. Ok. Alors, juste avant de compléter un peu, voilà, sur ton parcours entrepreneurial, sur ce que c'est SAPI aujourd'hui, moi, je voulais juste, voilà, te poser une petite question parce que moi, c'est un truc qui me parle à titre personnel. Donc, tu nous as un peu dit ça en préambule. Donc, le sport occupe beaucoup de place aussi dans ta vie, notamment le trail, mais pas que. Alors, tu es médecin, tu es entrepreneur. À côté de ça, tu arrives à trouver le temps de t'entraîner. Alors déjà, quel sport tu pratiques? À quelle fréquence? À quelle intensité? Et qu'est-ce que ça t'apporte? Ah oui, ça c'est la grande question. Comment on fait pour faire tout ça? C'est sûr que il a fallu faire des choix à un moment donné, c'est sûr. Et le sport pour moi c'est fondamental. Si tu veux, un peu mon phare dans la tempête. S'il y a plus de sport, en fait, le sport m'a toujours accompagné au lycée, au collège, pendant mes études de médecine. Et si j'ai plus la capacité de faire du sport, autant je ne peux plus avancer en fait. Donc sans sport, pour moi, il n'y a pas de possibilité d'avancer, quel que soit le domaine, selon moi. Je pratique effectivement du trail depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai quand même fait deux Mascareignes, un trail de Bourbon. Cette année, je me suis inscrit sur le trail de Bourbon également. J'ai fait beaucoup d'ultra trail. Et depuis l'année dernière, je suis en train de glisser vers le cyclisme, où je fais du cyclisme en club et en compétition. D'ailleurs, les compétitions ont commencé. Et je trouve que c'est un sport qui est hyper intéressant parce que déjà, c'est un sport qui me fait peur et qui est hyper challengeant pour moi parce que j'y vais toujours la boule au ventre en me demandant qu'est-ce que je fais là, tu vois. Il y a que des tontons un peu énervés de cette dimanche, ils sont au taquet, ils roulent à 40 km heure. Ça se frotte, tu vois, donc en fait, tu es à côté des gars, les gars sont nerveux, là, si tu tombes, tu te ramasses, hein, donc c'est hyper challengeant, mais je vois les progrès que je fais de fil en aiguille au fil des mois et des semaines. Donc c'est un sport que j'aime beaucoup. Il y a un côté stratégie, il y a un côté travail d'équipe parce que en fait il y a la composante de l'aspiration en cyclisme qui est vraiment très cool. Je m'entraîne avec des gars qui sont quand même très costauds. Mon club c'est un club du port et là donc j'apprends de moi-même, tu vois. En fait, dans le sport et dans ma manière de le pratiquer, j'aime bien sortir de ma zone de confort, tu vois. Par exemple, le trail, quand j'en pratique, c'est pas que du trail rando chill, pépouze, non, c'est quand même avec cette ambition tous les ans de faire soit une course du Grand Raid, soit un autre ultra.
parce qu'il y a cette composante de dépassement et il se passe quelque chose quand tu fais un effort qui est très très long, c'est que tu en apprends beaucoup sur toi en fait. Tu passes par des phases qui sont assez mystiques hein, dans ta tête et dans ton corps, des hauts, des bas, ils sont très similaires à l'entrepreneuriat d'ailleurs, tu vois, c'est l'entrepreneuriat, c'est comme une diagonale des fous, tu vois, ça monte, ça descend. Et le truc, c'est que quand il y a des passages un petit peu à vide, il faut les gérer, faire le dos rond, attendre que ça passe, s'alimenter, boire, et ça repart. Et c'est pareil en entrepreneuriat. Et grosso modo, c'est pareil dans la vie, en fait. Tu vois, c'est le parallèle entre l'entrepreneuriat, le sport, l'ultra-trail et la vie, c'est pareil. C'est qu'il y a des moments où c'est plus difficile. Et devant les difficultés, il faut savoir faire le dos rond et passer le cap. Et c'est ça que je trouve cool dans le sport. Au-delà du fait que ça m'apporte beaucoup sur le plan mental, sur le plan physique, je me sens bien dans mon corps, en fait, hein, capable de répondre, d'être dynamique. Voilà, mais le temps me manque un peu, effectivement, pour être vraiment très performant, parce que du coup, je suis jamais très, très fort, parce que j'ai jamais trop le temps de m'entraîner. Mais j'aime bien. Eh ben, je te remercie pour ta réponse qui, comme je disais hein, déjà, je savais que tu étais fan de trail, donc moi, ça me parle beaucoup. Et tu l'as dit, hein, tu es très cartésien, très pragmatique, mais ça fait 2 fois là pendant l'épisode que tu emploies le mot de mystique. Et je te rejoins tout à fait que ce genre de pratique, que ce soit l'entrepreneuriat ou le trail, en fait, ça t'amène à une introspection et à un niveau de connaissance de soi et un niveau de conscience qui te fait voir les choses un peu différemment. Et moi, ça me parle beaucoup. On sent chez toi vraiment cette envie-là je vais pas dire l'esprit de compétition, peut-être plus compétition avec toi-même. Cette idée, voilà, de vouloir se dépasser, d'aller plus loin. Et d'ailleurs, bon, on le voit hein, par rapport à tes activités, par rapport à ton quotidien. Tu nous as dit que c'est euh, très chargé. Moi, j'aimerais qu'on fasse un focus là vraiment maintenant sur SAPI, que tu nous expliques ben, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, ça répond tu nous as parlé un peu du problème auquel ça répond, mais concrètement, comment ça y répond? Oui, alors SAPI, en fait, en gros, SAPI sert à éviter que les personnes âgées aillent en maison de retraite. Le but, c'est que les personnes âgées puissent rester chez elles le plus longtemps possible en bonne santé. Sauf qu'une personne âgée, tu vois, quand elle vieillit, quand elle rentre en situation de dépendance, eh ben, elle ne peut plus subvenir à ses besoins fondamentaux. Et donc, il faut faire appel à des professionnels. Et les professionnels, ce sont les auxiliaires de vie ou les aides à domicile ou les assistantes de vie aux familles. C'est une profession qui est peu connue, qui est assez mal valorisées. Elles sont souvent confondues avec des aides ménagères alors qu'elles sont diplômées et formées pour accompagner les gens à qui on tient, tu vois, au quotidien. Et donc l'objectif de SAPI, finalement, c'est d'accompagner les personnes âgées à domicile, soulager le fardeau de l'aidant familial et également de valoriser cette profession-là des auxiliaires de vie parce que sans auxiliaire de vie, il n'y a pas d'accompagnement à domicile possible. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une application, tout simplement, qui met en relation des auxiliaires de vie et les familles de personnes âgées en situation de dépendance. Donc, comment ça fonctionne? Quand je suis une famille, je vais sur l'application sur sapi.io, je rentre mes besoins en termes de services, en termes de jours d'intervention et de services. Et là, je vois dans un rayon de 7 km autour du domicile de mon proche des profils d'auxiliaires de vie qui pourraient correspondre à ma demande. Quand on a construit SAPI, on veut vraiment que ce soit un matching qui soit très optimisé. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre n'importe quel auxiliaire de vie pour aller chez n'importe quelle personne âgée. Quand on fait les entretiens d'auxiliaire de vie, parce qu'au préalable, on sélectionne les auxiliaires de vie qui passent par la plateforme. Il y a un petit entretien écrit et une mise en situation orale. Les auxiliaires de vie, on leur demande si elles savent bien faire la cuisine, si elles sont à l'aise avec les animaux, s'il n'y a pas de problème avec la religion, si elles aiment bien les jeux de société, si elles aiment bien gratter la terre. Et l'idée, c'est qu'en fait, on met en relation une auxiliaire de vie, par exemple, qui sait bien faire à manger, avec un gramoun qui a besoin de manger. Et comme dit Nicolas, mon associé, on voit ça comme une expérience. C'est pas que de l'accompagnement à domicile pour de l'accompagnement à domicile. Il faut que ce soit une expérience et qu'il y ait une notion de bien-être et de bonheur, tu vois, d'épanouissement à domicile. Et donc, ça fonctionne comme ça. La particularité, c'est que les auxiliaires de vie sur notre plateforme, elles ne sont pas salariées de notre structure. Elles sont salariées du particulier. Nous, on fait de la mise en relation. Et ce mode de fonctionnement-là, il nous permet en fait de ne pas avoir de masse salariale qui est énorme. Nos salariés, ce sont que nos responsables de secteur et notre développeur. Et ça permet de rehausser le salaire des auxiliaires de vie vers le haut. Et donc, tout est basé là-dessus, sur cette valorisation-là, des professionnels qui sont épanouis, qui ont envie de travailler, qui ont un pouvoir d'achat qui va être augmenté.
pour une prise en charge d'un Gramoun qui soit vraiment plus optimale. Et surtout, à l'autre bout de la chaîne, le proche aidant, il se dit, OK, c'est Sapi, et ben mon proche, il est en de bonnes mains. Je sais que ça va bien se passer, je peux aller faire mes courses, je peux prendre soin de moi, je peux souffler, quoi. Et donc, en gros, Sapi, ça repose sur ce trépied-là. Le Gramoun, l'auxiliaire de vie, le proche aidant. En fait, c'est la fusion aussi entre le service à la personne, la santé, et tout ça, en fait, articulé avec le numérique. En gros, c'est ce qu'on fait. Ok, juste une petite question pour bien comprendre. Donc, l'application, elle fait cette mise en relation, ce matching. Une fois que cette mise en relation est faite, SAPI continue d'intervenir tout au long de la relation. Et si oui, comment? Oui, on fait toutes les démarches administratives pour le proche aidant, les déclarations d'heures, le compte CESU, on fait tout. Et aussi, une fois qu'il y a le matching, on fait les présentations. Donc, on va au domicile, on présente l'auxiliaire de vie, on lui montre les tâches. Donc, c'est pas que de l'ubérisation simple, tu vois, c'est un service figital, c'est-à-dire c'est le digital au service du physique. Donc, et on est tout le temps joignable par téléphone s'il y a un problème, s'il y a des questions. Et on fait toutes les déclarations d'heures à la fin de chaque mois. On est en tiers de confiance, en fait, avec entre la famille et l'auxiliaire de vie. Tu dis que vous tirez vers le haut les tarifs, notamment les rémunérations des auxiliaires de vie. Euh, comment vous faites ça? Comment vous faites ça? Parce que dans le modèle économique, moi, j'arrive pas à percevoir quel est le levier qui vous permet de faire ça, en fait. C'est assez particulier, je suis d'accord avec toi. En fait, dans le service à la personne, il y a deux types de fonctionnement. Soit tu es mandataire, donc ce que SAPI est, donc tu fais de la mise en relation, soit tu es prestataire. Et dans ces cas-là, l'auxiliaire de vie, elle est salariée de la structure. Donc, en général, le prestataire, c'est les gros groupes qu'il y a à La Réunion. Je ne sais pas si on peut les citer ou pas, mais c'est des grosses boîtes où il y a beaucoup d'auxiliaires de vie, comme Corbeil d'Or, Proxims, enfin anciennement Corbeil d'Or, Proxims, Copad. Donc, c'est des boîtes où les auxiliaires de vie sont entre 800, 900, 1000. Donc, ça fait une masse salariale qui est énorme, tu vois. Donc, elles sont obligées, en fait, avec cette masse salariale-là, de décaisser, elles ont une marge de manœuvre sur les salaires qui est limitée pour pouvoir maintenir un tarif horaire qui ne soit pas énorme pour le particulier. Nous, comme on n'a pas de masse salariale, on peut jouer sur nos frais de gestion. Il y a deux types de contrats chez SAPI. Il y a le contrat entre l'auxiliaire de vie et le particulier, donc le particulier employeur, via le CESU, et le contrat entre le particulier et SAPI, donc ce sont les frais de mandat. Et sans que ça coûte plus cher aux bénéficiaires, en fait, on arrive à avoir une tarification horaire qui est de 21,50 €. Et à partir de là, l'auxiliaire de vie, elle est payée 11 € net, donc environ actuellement 10% de plus que ce qu'elle touche dans les autres structures, parce que le SMIC, il a augmenté. Et nous, on décaisse nos frais de gestion, en fait. Mais on peut le faire, on a cette marge de manœuvre, parce qu'en fait, nos deux salariés, ce sont nos deux responsables de secteur. Donc on a actuellement, si tu veux, 130 auxiliaires de vie, il y en a une cinquantaine qui bossent, mais sur les 50, en fait, on ne les emploie pas. Donc on n'a pas de masse salariée, on a très peu de frais annexes, quoi. Les serveurs, nos responsables de secteur, la com, et c'est tout. Et donc, si tu veux, on a cette marge de manœuvre qui est beaucoup plus intéressante. Ok, je comprends. Donc, en fait, économiser les frais de structure, on va dire, et le côté masse salariale, mais ça veut dire que finalement, pour les auxiliaires de vie, le problème auquel vous répondez, c'est que euh, une auxiliaire de vie, je dis une parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup des femmes, parce que tu emploies le féminin depuis tout à l'heure. Une auxiliaire de vie, quelque part, elle pourrait très bien aller en direct avec un particulier, mais ce que vous faites, c'est dire d'aller trouver finalement ces particuliers, faire le matching qui va correspondre à la fois à la personne et à la fois à l'auxiliaire de vie. Et donc, c'est ce côté mise en relation que vous leur apportez pour pas aller devoir chercher finalement des nouvelles prestations. C'est bien ça? C'est ça, et ça donne de la visibilité, ça leur donne un outil qui est aussi hyper chiadé sur le plan UX et UI. On a fait quand même un travail qui est Ouais. quand même vraiment assez poussé sur le plan du développement. Et surtout, on Ouais. fait tous les papiers, quoi. On fait tous les papiers. Donc ça, c'est hyper confortable. Elles n'ont rien à faire, il y a le salaire. Et des fois, elles sont même surprises. On a une auxiliaire de vie, elle touche 2800 € par mois. Et, des fois, elles nous appellent, elles disent, mais mon salaire, là, vous n'êtes pas trompé? Tu vois, elles mènent un peu surprise de. Tu vois, c'est assez fou de voir ça. Donc, elles ont tout intérêt à rester avec nous parce que nous, on indique le prix, on ne force pas, hein, on n'est qu'un intermédiaire. Mais on dit aux bénéficiaires, on vous conseille ce prix-là, tout le monde est gagnant à ce prix-là, les auxiliaires de vie sont contentes et ça fonctionne super bien.
Ah ouais, en fait, vous avez reproduit, on va dire, le modèle de mise en relation de freelance, on va dire, qu'on pourrait trouver dans le développement informatique, mais à un métier voilà, qui n'était pas, on va dire, à ce stade de développement. Et de toute façon, mathématiquement, de toute façon, bah, effectivement, il y a une augmentation de salaire parce qu'elle passe d'un statut de salarié à statut d'indépendant, en fait. Donc après, voilà, ça pose aussi d'autres sujets de gestion administrative, etc. Mais ouais, du coup, je comprends mieux. Et surtout qu'il y a un historique qui est, de ce que je comprends, plutôt orienté sur le salariat. Et donc, en fait, tu crées aussi toi-même des entrepreneurs aussi d'une certaine manière, quoi. Ok, je comprends. Oui, oui, c'est ça, je leur donne plus de possibilités et elles peuvent en même temps faire les deux, c'est-à-dire elles peuvent avoir un contrat dans une entreprise prestataire et si elles ont des Ouais. créneaux dans leur planning, par exemple le soir ou le week-end, elles peuvent faire du mandataire et combler leur créneau via SAPI. Et si tu veux, c'est hyper intéressant pour elles de travailler comme ça, quoi. Ouais, C'est vraiment. En plus, on leur donne vraiment plus de liberté, on n'impose rien. En prestataire, la problématique du prestataire de ces grosses entreprises, c'est de combler le planning. Il y a besoin de quelqu'un à tel endroit, donc on prend quelqu'un de Saint-Joseph pour aller bosser à la possession, fin d'histoire. Il n'y a pas de ceci, cela. Nous, c'est l'auxiliaire de vie qui choisit quand elle bosse. Elle choisit ses horaires, elle choisit son lieu. Et elle est libre de travailler ou pas, en fait. ouais, ouais, Donc, il y a non, une mais certaine latitude dans le truc. On s'est inspiré du modèle Buurtzorg. En fait, on aime bien les mettre en communauté. On a créé une communauté d'auxiliaires de vie. Et le modèle Buurtzorg, c'est un modèle qui vient du Pays-Bas, où en fait, les filles sont sur un même pied d'égalité. C'est un pool de professionnels qui s'organisent autour de plusieurs familles comme ça. Et entre elles, elles se donnent les contrats, elles s'arrangent pour les remplacements, pour les vacances. Et c'est comme ça qu'on a construit aussi l'outil. ok, écoute, c'est très clair. Et du coup, le business model derrière, vous rémunérez comment? Avec les frais de mandat. Chaque heure travaillée nous rapporte des frais de mandat qui sont dégressifs. Et donc, c'est les frais de mandat qui nous rapportent des sous. Ok, ok, je comprends. Et donc là, du coup, vous êtes 3 salariés, c'est ça que tu disais? Oui, on a deux responsables de secteur, une responsable pour le nord, une responsable pour le sud, et on a un développeur stagiaire. Ok, plus vous deux, du coup, avec Nicolas et toi en tant que cofondateur. C'est ça. C'est ça. Il y a Ok, Nicolas, il y a moi, on se rémunère pas pour le moment, et on est associé avec Fabrice, qui est notre développeur, qui a fait l'application. Donc on est quand même une équipe de 6 là actuellement, et on prend régulièrement des stagiaires. Donc là, il y a une belle machinerie qui se met en place. La chose dont je suis le plus fier là depuis ces quelques mois, c'est l'équipe qu'on a créée, parce que tu sais, le recrutement, c'est ouais, hyper important dans une entreprise, et je suis tellement, tellement content des gens qu'on a recrutés. On a recruté une de nos responsables de secteur, c'est une auxiliaire de vie qui nous suit depuis le début, donc depuis 2019. Elle s'appelle Kelly. Elle était auxiliaire de vie, elle a tout compris à tout ce qu'on fait. Elle nous suit, elle nous fédère, elle est montée en compétences, elle a passé le diplôme de responsable de secteur, et là maintenant, elle est responsable de secteur chez SAPI. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire, qui est vraiment une professionnelle vraiment top du chez top. Une autre qui s'appelle Chloé aussi, qui vient, qui est carré, qui est hyper. On fait vraiment les choses bien. Et Vincent, qui est notre développeur stagiaire, qui est aussi un jeune, qui est un développeur excellent. Et donc là, l'équipe, elle est formidable, quoi. Je suis ravi de cette équipe-là. ah, c'est cool. En tout cas, c'est ouais, une belle évolution sur à la fois le produit en lui-même et aussi bah, la team derrière. Parce que bon, bah, tu sais aussi, comme moi, que quand il n'y a pas d'équipe, bah, ça marche un peu moins bien. Donc, bravo déjà pour ça. Et du coup, bah, par rapport à tout ça, est-ce que Vincent, tu pourrais nous parler de quelques chiffres? Parce que tu nous as dit aujourd'hui, vous ne vous payez pas. Vous êtes quand même une équipe bah, de 6 personnes. Bah, tout ça, ça coûte de l'argent. Est-ce que voilà, tu pourrais nous partager un peu le CA que ça génère? Est-ce que aujourd'hui, vous êtes rentable, vous n'êtes pas rentable? La rentabilité, vous l'imaginez comment et quand? Voilà, quelques éléments pour vraiment toucher du doigt bah, sous le capot de votre activité, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, déjà, en préambule, on est une start-up, mais nous, c'est du social qu'on fait, donc les choses vont beaucoup plus lentement. Ça va beaucoup moins vite qu'un logiciel SaaS ou autre chose. Il y a de l'humain derrière, donc ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine dans nos projections déjà. Donc là, actuellement, effectivement, on est 3 salariés. On a sur la plateforme, on recense 150 auxiliaires de vie. On accompagne si je ne me trompe pas, 45 familles actuellement, mais il y en a beaucoup qui sont en cours de deal, quoi. Et on est actuellement sur un chiffre d'affaires mensuel de environ 3 500 euros par mois. Il faut savoir qu'avant le recrutement de notre responsable de secteur et de notre stagiaire,
on était une seule salariée, donc il y avait une seule responsable de secteur. Donc on était environ à 1 500-2 000 euros. Et depuis qu'on a fait le recrutement, depuis qu'on est une équipe plus importante, on est passé quand même en 2 mois à 3 500. Donc il y a une belle phase d'accélération, on est content, mais on n'est pas à l'équilibre. L'équilibre, on pense l'atteindre d'ici juillet, si on continue sur cette lignée-là. La problématique qu'on a, c'est qu'on souffre d'un défaut de notoriété, en fait. Peut-être pas dans le domaine de la tech, des startups, parce qu'on se connaît tous un petit peu maintenant, donc il n'y a pas de problème, mais au niveau des familles, on ne les touche pas suffisamment. On n'a pas encore trouvé le bon levier pour toucher les familles parce qu'en fait, il faut des grosses campagnes de communication et on n'a pas le budget. Et on n'a pas le budget, donc ça, c'est la problématique. Et c'est pour ça qu'on est dans une phase actuellement de croissance et d'accélération. On a trouvé des investisseurs, donc des business angels, qui vont rentrer au capital d'ici peu, ce qui va nous permettre de faire rentrer les investisseurs et de faire levier avec BPI pour avoir donc une plus grosse enveloppe pour pouvoir accroître à la fois notre force de communication et notre force marketing et continuer à développer l'outil évidemment, hein. Donc on est dans cette phase-là. Ok, écoute, c'est extrêmement clair. Et là, l'ambition, c'est quoi? C'est de rester à La Réunion ou vous avez une ambition de développement sur d'autres territoires? Là, pour le moment, on a pour ambition surtout de bien se structurer, de bien s'implanter sur La Réunion. Mais en fait, en vrai, le pas, il est facile vers les autres territoires, notamment les Antilles, surtout les Antilles. Peut-être que Franck pourra nous éclairer là-dessus. Je sais pas si tu as des données, mais je pense que la problématique, elle est encore plus compliquée, en fait, là-bas. Genre, les personnes âgées, ça fait longtemps que le vieillissement de la population impacte ce territoire-là. Je crois qu'au niveau infrastructure, c'est pas fou. Parce qu'en fait, on a rencontré à Paris en novembre, donc on a été finaliste du concours Innovation Outre-mer. On a rencontré les Antilles, on a présenté le projet. Ils ont dit, mais franchement, mais venez aux Antilles, c'est un vrai problème en fait. C'est difficile et il y a pas de solution. Une solution comme la vôtre, ce serait hyper pertinent. Donc, ce serait vraiment pas mal pour nous d'aller vers ce territoire-là. Et c'est ce qu'on aimerait faire dans un premier temps. Nous, aller vers les Antilles tout doucement pour aller ensuite vers le territoire national sous un biais dont on n'a pas encore réfléchi. Ce serait ça notre objectif. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne veut pas rester qu'au territoire réunionnais. On a vocation à s'expandre dans d'autres territoires. Ok, écoute, très clair. L'idée de ma question, je veux juste que tu me comprennes bien, c'est que, tu sais, des fois, on enjolive un peu le milieu start-up, entrepreneuriat, etc. Et j'ai quand même envie qu'on comprenne, là, qu'on touche du doigt ce que tu es en train de nous dire, parce que tu dis que tu as trois salariés à plein temps, plus 3 personnes qui sont soit en stage, etc. Donc, qui te coûtent peut-être un peu moins cher, avec un revenu récurrent de 3 500 euros. Ça veut dire qu'il y a quand même un plus d'argent qui sort, qui rentre là. Donc, comment vous faites pour combler du coup ce manque-là? Parce que j'insiste sur ce point-là parce que j'aimerais aussi que nos auditeurs comprennent que ça, c'est la vraie vie d'une startup et que des fois, il y a des équations qui sont difficiles à résoudre. Et j'aimerais que tu nous donnes quelques éléments sur comment vous faites pour vivre au quotidien malgré ce déséquilibre-là, quoi. Alors, c'est une très très bonne question et c'est une question qui est quand même assez délicate, je suis d'accord avec toi, parce que là on parle d'argent, mais je pense qu'il faut en parler sans problème. C'est quelque chose sur lequel le sujet n'est pas tabou. On galère, il n'y a pas de problème, hein. Ça fait 3 ans. Il y a une composante, c'est que donc moi je suis médecin à mi-temps, et à côté de ça, Nicolas, donc mon associé, il est sur SAPI à 100%. Mais ça fait 3 ans qu'il ne touche rien, 0 euros. Mais la situation de Nicolas est plus que précaire en fait. Tu te rends compte que tu es patron d'une start-up, tu génères 3 500 euros de CA. Par mois, on génère via le CESU 25 000 euros de salaire pour les auxiliaires de vie, par mois, hein, avec le CESU. Donc nous, on touche rien. Mais par exemple, la valorisation des filles, c'est cool. Mais l'associé, le cofondateur, touche 0 euros. Et c'est une situation qui est plus que difficile et qui nous fait, l'horloge tourne, le tic-tac, tu vois. Et l'intérêt de cette levée de fonds qu'on va faire avec les business angels et BPI, c'est de mettre un salaire à Nicolas. C'est fondamental. Donc, je t'ai parlé de la communication et de la force marketing, mais sans mettre un salaire à Nicolas, c'est pas viable, tu vois. Pas des sommes faramineuses, parce qu'on n'est pas là pour, tu vois ce que je veux dire, mais quand même. Ah, bien sûr. Et ça, c'est un sujet, je pense qu'il y a beaucoup de start-upers qui sont confrontés à ça, c'est que comment se payer? Parce qu'en fait, tu touches pas rien, tu touches pas d'acédique, tu touches pas il touche pas de chômage, donc c'est extrêmement compliqué. Et ça, c'est la partie humaine. Et sinon, sur la partie, effectivement, on est très déficitaire. Donc là, le temps que les investisseurs rentrent,
et ben, du coup, je fais l'effort en fait financier derrière de réabonder quand il y a besoin de réabonder. Donc, il y a une part d'investissement personnel financier qui commence à être hyper importante, tu vois. Donc, mais on y croit, on est à fond. On se fixe des limites, évidemment, hein. La limite, c'est laquelle? Je pourrais pas te dire. Là, maintenant qu'on y est, je sais pas, mais ça demande un effort des deux côtés, à la fois humainement, financièrement. On se serre les dents, quoi. Donc, mais c'est le quotidien, effectivement. Donc là, il y a, en plus de pas de vacances, pas de voyage, pas d'argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'envers du décor, c'est ça, quoi. Le stress, les insomnies. Hein, les insomnies, c'est pas mal. On découvre les insomnies, les gars. Je sais pas si vous en avez déjà parlé de ça, les insomnies, mais ça, c'est un truc, c'est terrible. C'est quand ça te prend. En plus, hier soir, c'était la pleine lune, tu vois. Donc, ça nous arrive des fois de dormir 2 heures, tu vois. Et donc, les insomnies font partie aussi du lot quotidien. Mais on croit au projet, on est animé par ça, mais effectivement, c'est difficile et on mange des cailloux. Non, mais c'est franchement, Vincent, merci de partager ça en toute transparence parce qu'en fait, tu vois, des fois, je trouve qu'on parle pas assez de ce côté-là où c'est dur, quoi, tu vois. Et c'est dur. Et en fait, le truc, c'est que si tu n'as pas déjà un projet en lequel tu crois dur comme fer, et là, tu vois, on sent dans tes paroles que tu vois, tu crois au truc à 120 000%. Si déjà tu n'es pas animé par ça, enfin, ça ne peut pas marcher, quoi. Ça ne peut pas marcher. Le deuxième point, c'est que si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices et que ça soit dur, je pense qu'il y a peut-être des cas où, tu vois, quelqu'un a une idée, ça marche direct, il y a du cash qui est généré. Je pense que ça doit exister. Mais franchement, moi, tous les entrepreneurs avec lesquels je discute, un peu en off finalement, c'est toujours comme ça que ça se passe. Après, il y a un déclic à un moment donné, ça c'est clair. Mais il faut tenir jusqu'à ce déclic-là. Et jusque-là, c'est vraiment essayer de résoudre des problèmes du quotidien. Et c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Et je pense que là, le sport, le trail, enfin, toutes les activités aussi que tu fais à côté, je pense que ça t'aide beaucoup dans cette aventure. Mais en tout cas, voilà, moi, je voulais vraiment qu'on reparle de ça et qu'on lève un peu aussi le tabou parce que finalement, je vois pas pourquoi il y a de tabou autour de ce sujet-là. Bon, parce que tout le monde sait que tu dois vivre et manger et gagner de l'argent à un moment donné. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que je trouve que quand ça va décoller, parce que ça va le faire, tu vois, à un moment donné, quand tu persévères et que tu es résilient, au bout d'un moment, ça se débloque. Ça rend l'aventure encore plus belle parce que tu dis, bon, ça fait 3 ans là qu'on galère, qu'on lâche rien, qu'on se retrousse les manches. Et quand ça explose, tu dis, mince, voilà, on a bien fait de pas lâcher. Donc, bravo à vous de ne pas lâcher. Et je ferme un peu cette parenthèse, mais tu vois, c'est un sujet qui est vraiment important. Donc, merci Vincent de partager ça. Franck, je te laisse maintenant la parole. C'est à toi. Ouais, c'est vrai que en fait, je trouve que c'est un discours qui fait du bien, un discours de vérité, de transparence et, et d'authenticité. Et je pense que ce sont des paroles qui vont faire du bien à beaucoup de personnes, en fait, qui nous écoutent et qui galèrent au quotidien et qui se demandent si c'est normal. Euh, et donc, ouais, tout le monde passe par là. Alors, tu nous as dit beaucoup de choses. J'ai noté plusieurs points là que je souhaiterais aborder avec toi. Je vais faire un petit tri. Alors, déjà, ouais, par rapport à ta question sur les Antilles, hein, effectivement, notamment la Martinique, c'est un territoire vieillissant, à la fois une population qui vieillit, et à la fois une population en termes de démographique qui est en déclin. Et donc, ces problématiques-là, je pense elles sont prégnantes et elles le seront de plus en plus. Donc, des solutions telles que la vôtre sont amenées à venir répondre à des problèmes d'actualité et aussi d'avenir. Alors, tu nous as donné un petit peu les chiffres. Tu nous as dit, voilà, 130 ou 150 auxiliaires de vie. Aujourd'hui, c'est 45 familles accompagnées. Moi, il y a un truc que tu as dit au tout début quand tu as présenté SAPI. Tu as dit, moi, je suis médecin généraliste. Mon travail, du coup, c'est d'aider une personne pendant 15 minutes en consultation. Et tu as dit, grâce à SAPI, je peux aider plus de monde d'un coup. Et en fait, c'est la première fois, moi, que j'entends quelqu'un parler, tu vois, de scalabilité, non pas pour aller générer plus de chiffre d'affaires, mais pour apporter, là, pour le coup, plus
plus de valeur à ses utilisateurs. Et je trouve que c'est une approche, bah, tu vois, qui en dit beaucoup en fait sur le pourquoi t'as lancé ça. Tu nous parlais de ton rapport à ton grand-père, de voir comment est-ce que sa perte d'autonomie t'a beaucoup affecté. Aujourd'hui, on sent qu'il y a vraiment cette envie là d'apporter de l'aide, que ce soit les familles, que ce soit les auxiliaires. Tu nous as parlé de créer de communautés. Bref, il y a beaucoup de points. Euh, Finalement, moi, la question que j'aimerais te poser, elle va être toute simple. Aujourd'hui, on voit que bah, ça tourne quand même. On voit qu'il y a encore des caps à aller franchir. Comment ça a démarré? Si on revient un peu à la genèse, donc tu as cette idée-là, tu en parles avec ton associé. Quand vous avez l'idée de vous lancer, comment ça fonctionne? Comment vous avez recruté ces premières auxiliaires de vie? Comment vous avez trouvé les premières familles? Si on revient un peu au temps zéro, là, comment ça s'est passé? Mhm. Eh ben, en fait, comment ça s'est passé dès le départ même? Dès le départ, c'est qu'on est parti, comme je disais en préambule, sur l'assistant vocal. On s'était dit qu'on voulait passer un appel bi-hebdomadaire à une personne âgée pour un peu rompre son quotidien, pour un peu lui mettre un petit peu de la gaieté. Donc, on avait installé des Alexa, donc les enceintes connectées d'Amazon, chez 2 Moon, et on faisait l'appel comme ça, c'était assez cool. Et en fait, on a présenté la Technopole, ça n'a pas marché. Donc, on a switché et Nicolas a proposé donc du coup de créer une application. Il trouvait ça assez archaïque, il se dit non, l'application, c'est bon, c'est fini le temps des applications, c'est pas. Et en fait, on a présenté ça à la Technopole et ça a plu. Et en fait, si tu veux, toute notre histoire est intimement liée à la Technopole, à l'incubateur. On a présenté ce truc-là, donc tu vois, au concours de création d'entreprises innovantes, on a été lauréat. Et dans la foulée, on a été en incubation. On a été en incubation pendant 2 ans. On a été accompagné par la TechSud et Jérôme qu'on salue. On a pu ouvrir l'entreprise, commencer à faire de la recherche parce qu'il fallait un adossement avec un laboratoire autour de la grille d'évaluation santé qu'on a créé. On a monté l'entreprise, on a eu notre première salariée qui était notre responsable de secteur, et tout est parti de là, avec la Technopole, avec les budgets, avec les experts qu'on a contactés, et ça nous a permis de nous lancer. Et là, actuellement, on fait partie du programme d'accélération du Village by CA. On a suivi un petit peu le truc un peu classique, je pense, de pas mal de boîtes, c'est incubation, accélération. À mon époque, ce qui est cool, c'est que tu vois, de 2020, il y a quand même un bon cru. Il y a Siva, il y a Philbat, il y a Gaspacho. Donc tu vois, c'était une belle année, je trouve. On est encore là et on a suivi un petit peu ce parcours-là, mais peut-être avec peut-être plus de difficultés parce que nous, voilà, c'est du médico-social et c'est plus lent. Ok, donc on voit au niveau du portage qu'il y a eu des structures clés à des moments clés qui vous ont Oui, aidé. oui. Euh, la première auxiliaire de vie, par exemple. Comment est-ce que vous l'avez convaincu de vous rejoindre, et pour les familles aussi, comment est-ce que ça s'est passé? Alors la première, de mémoire, c'est un centre de formation qui nous a contacté, l'AFPAR. L'AFPAR nous a appelé un jour en voyant justement qu'on avait gagné le premier prix. On était encore très early, hein. Il nous a dit, mais c'est formidable ce que vous faites. Je trouve ça fou. C'est depuis le temps qu'on en parle, on est confronté à cette problématique-là de valorisation. Je trouve ça vraiment fou. Venez présenter SAPI, venez, venez. Et à ce moment-là, on est allé donc à l'AFPAR avec Aurélie Nativelle notamment, et on a présenté SAPI à 2 auxiliaires de vie qui sont Cathy et Annie. Et Cathy et Annie, jusqu'à présent, sont toujours là. Ce sont des auxiliaires de vie premium, qu'on appelle des super sapiens. Cathy et Annie accompagnent ma grand-mère actuellement. Sont partie vraiment de la famille. Par exemple, pour l'anniversaire de ma grand-mère, et ben, Annie a fait monter une table de masseuse chez ma grand-mère. Donc, elle lui a offert un massage, tu vois. Régulièrement, elle lui coupe les cheveux. Elle cuisine super bien. Et ça a commencé par là, et ça a commencé par la relation de confiance. On a fait 2 ou 3 pique-niques partage avec elle, donc on se retrouvait à Saint-Leu, donc j'allais veiller la place là-bas à Saint-Leu depuis 3 heures du matin, parce que c'est compliqué, tu vois, le pique-nique à La Réunion, faut être stratège, tu vois. Donc j'allais, je dormais sur le banc, donc là on faisait le pique-nique tous ensemble avec les auxiliaires de vie, tout le monde, c'était assez cool, et ça a commencé comme ça en fait, de manière très humaine, très, très tranquille. Et en fait, le bouche-oreille s'est créé. Et la première chose qu'on a voulu faire, nous, on s'est dit, il faut à tout prix que ça parle aux auxiliaires de vie. Le nerf de la guerre, c'est les auxiliaires de vie. C'est la clé de voûte, c'est la sentinelle. Et sans elle, on ne pourra pas, en fait. Et ça, c'est la chose qu'on a quand même réussi. On est content. Donc, tout part de là.
Bah écoute, en tout cas, on voit qu'il y avait une énergie au départ. On retrouve cette énergie aujourd'hui. C'est vraiment top. On aurait encore 1000 questions à te poser, mais je vois que l'heure tourne et on approche là de cette fin d'épisode. Juste avant de repasser la parole à Clément pour les fameuses questions rapides de fin d'épisode. Ouais, je voulais juste rebondir un peu pour la blague. Tu parlais, tu vois, de pique-nique, de se lever tôt pour aller réserver la place. Franchement, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'a pas d'idée, faites une petite marketplace. Voilà. Créez un service de Pas bête. réservation de kiosque. Franchement, vous avez déjà un client assuré. Voilà. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, ça c'est sûr, hein. Mais moi, je pense qu'on doit importer le concept des Thaïlandais. Quand tu vas en Thaïlande, quand ils font la queue, en fait, ils font pas la queue, ils mettent leur savate. euh, Ah, c'est- ouais. quand je suis allé en Thaïlande, j'ai vu ça, je me dis, mais c'est révolutionnaire comme idée, tu vois. Ils mettent leur savate et après, ils vont faire leur vie. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut qu'on développe. Donc, Franck, voilà, tu peux lancer ça, un Il marketplace y a de plus qu'à. savate. Donc, yes, bah, on arrive à la fin de cet épisode, Vincent. Alors, du coup, on a l'habitude de commencer notre épisode par un portrait créole et on a aussi l'habitude de le terminer par des questions rapides. Alors, là, la règle du jeu, c'est vraiment de répondre de la manière la plus concise possible. Alors, je sais que c'est un exercice qui est assez dur pour les entrepreneurs généralement, mais on croit en toi, tu vas y arriver. Donc, la première chose, c'est là, dans tout ton parcours, c'est quoi la plus grosse galère que tu aies connue, entrepreneuriat, je parle, et comment tu t'en es sorti? Avoir l'oreille et l'attention des gens en qui on avait besoin et pas juste sortir là avec une tape sur l'épaule en disant bah, c'est bien, bravo, continue. Et comment on s'en est sorti? Ben, on continue, on lâche pas et on continue à aller voir ces personnes et ça paye. Ok. Ma deuxième question, c'est jusqu'à maintenant, tu vois, c'est quoi ta plus grosse fierté là sur tout ce parcours? Ma plus grosse fierté, c'est que mes auxiliaires de vie accompagnent ma grand-mère et soient contentes du travail qu'elles font et ça soulage ma famille parce que c'est la base même, c'est ça en fait, hein. C'était rien que pour ça, tu vois, si ça s'arrête aujourd'hui, ben, je serais content. Rien que pour ça. Cool. Et ma dernière question, donc, c'est, à ton avis, si il devait y avoir une seule qualité qui est nécessaire à un bon entrepreneur, c'est laquelle? C'est bien s'entourer des bonnes personnes, que ce soit son associé, ses collaborateurs, bien s'entourer. Le travail d'équipe, il est fondamental, tu vois. Et ça, c'est quelque chose pour moi, c'est primordial. Bien s'entourer. Eh ben, écoute, nous, on a eu la chance d'être bien entouré avec toi aujourd'hui pendant cet épisode. Vincent, encore merci pour tout ce que tu nous as donné. J'ai même pas vu le temps passer. Enfin, la conversation était vraiment intéressante. Donc, merci à toi. Je pense que ça va aider beaucoup de monde. Et on te souhaite vraiment beaucoup de belles choses à toi et tes associés, tes employés et les auxiliaires de vie et tes clients également. Beaucoup de bonnes choses pour la suite. On va suivre Sapi. On mettra tous les liens là en descriptif du commentaire. On mettra le lien vers tes réseaux sociaux pour que ça aussi, peut-être que ça peut contribuer aussi à donner de la visibilité à ce que vous faites. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et on te dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Merci pour l'invitation. C'était le podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast.